Bonjour David Lisnard. Bonjour. Vous êtes le maire de Cannes, évidemment, et puis aux Républicains, l'une des voix qui compte, qui porte. Vous publiez La culture nous sauvera avec Christophe Tardieu aux éditions de l'Observatoire. La première question, c'est quand même, est-ce que le Festival de Cannes aura lieu en temps et en heure au mois de juillet ? Écoutez, au moment où je vous réponds, il est prévu au mois de juillet et tout est fait pour qu'il ait lieu. Moi, je pense qu'il aura lieu, oui. Oui. Vous pensez ou vous êtes certain ? Qui est certain de quoi que ce soit aujourd'hui dans le contexte actuel ? Les éléments, techniquement, on est déjà en mesure d'organiser des événements en réalité. C'est-à-dire qu'un palais des festivals, un palais des congrès, il y a une jauge, il y a un contrôle d'accès, il y a un système de renouvellement de l'air. J'ai pris le métro tout à l'heure. Je me sens beaucoup plus sécurisé sur le plan sanitaire sur un événement professionnel tel qu'est le Festival de Cannes dans un palais des congrès qu'en prenant le métro ou qu'en allant faire mes courses le samedi après-midi au supermarché du coin. Oui. Donc techniquement, on peut le tenir. Les films sont prêts. Thierry Frémaux et Pierre Lescure ont fait un gros travail. Et donc Spike Lee a confirmé qu'il serait présent. Oui, mais Thierry Frémaux ne dit pas de festival avec des masques. Oui, on verra les mesures sanitaires. Ce qui est sûr, c'est que l'événement doit avoir lieu et il doit être sûr sur le plan sanitaire. La vaccination avance bien, en tout cas, notamment à Cannes. Et puis, il faut en sortir, il faut que ça ait lieu. Voilà. Oui, mais ça ne pourra pas être reporté. Ça ne peut pas être reporté Cannes, par exemple, à la fin de l'été ou... Il ne faut pas raisonner comme cela. Le mois de juillet est une échéance raisonnable, donc il aura lieu. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas la place après, il y a d'autres Parce que d'abord, il y a d'autres événements qui sont en place. Et puis, il y a aussi Venise. Qui est programmé. Donc, il y a d'autres festivals qui sont programmés. Ça ne s'organise pas comme ça, un festival, et de surcroît un festival de Cannes. Donc, indépendamment même du programme et du calendrier du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, qui est le premier de France en chiffre d'affaires hors Paris, donc qui est une belle réussite locale, il y a aussi la réalité de l'événementiel cinématographique lui-même. Il est hors de question d'aller affaiblir d'autres festivals qui sont déjà programmés à la rentrée. Oui, mais Cannes est une ville de culture. Vous souffrez, évidemment, parce que la culture n'a pas été jugée essentielle, entre autres. Oui, on en souffre. Vous savez, l'être humain, c'est un être de biologie, donc il faut se protéger de la maladie. On est face à une pandémie mortelle, mais ce n'est pas qu'un être biologique. L'être humain, c'est un être culturel. Nous sommes des animaux, certes, mais des animaux un peu différents des autres. Et ce qui caractérise l'être humain, qui est encore mieux qu'un être, c'est une personne humaine qui est dotée de conscience, c'est d'arriver à se projeter, c'est d'arriver à rêver dans l'abstraction. L'être humain est un animal culturel, spirituel et politique. On n'est pas qu'un animal biologique. Donc, la culture, elle est essentielle. Elle est évidemment essentielle. Mais comme toute interaction humaine est essentielle, on peut pas... Donc, c'était une erreur de dire que ça n'était pas essentiel, ou de fermer les cinémas, ou de fermer les librairies. Dans un premier temps, lorsque le virus arrive il y a un peu plus d'1 an, on n'en connaît pas la létalité, on connaît peu les formes de transmissibilité, de transmission. Donc il est normal d'être maximaliste de façon précautionneuse. C'est pour ça qu'à l'époque, moi par exemple, quand l'État nous disait qu'il ne fallait pas mettre de masque, on disait si, il faut mettre des masques, il se transmet évidemment par aérosol. Toutes les études des sociétés savantes le prouvaient, l'exemple du restaurant de Canton. Donc à l'époque, on ferme les restaurants au tout début. C'est normal, on se protège, on a un nouveau risque, il faut l'apprendre. Et maintenant qu'on connaît ce risque, il faut absolument avoir une politique de zéro Covid, c'est-à-dire remonter vers les supercontaminateurs. Je peux vous en parler longuement, parce qu'on fait des expérimentations dites comètes à Cannes en la matière. Mais, il faut sortir de ce sophisme qui consiste à penser que pour protéger les vies humaines, il faut tuer l'humanité de la vie. Et donc, puisqu'on a estimé que pour la vie, il était essentiel de pouvoir encore prendre les transports en commun, ce qui est certainement vrai, de pouvoir aller d'aller chez le coiffeur ou d'aller au supermarché, dans un supermarché, très objectivement, aller dans un magasin, pas qu'une librairie, un magasin en général. Lorsque vous avez un magasin, vous savez, il est essentiel pour vous, à condition de respecter scrupuleusement les normes sanitaires, est un acte raisonnable. Mais tout est essentiel, au fond. Chacun voudrait revenir à la vie d'avant. Mais bon, c'est pas forcément à la vie d'avant. Est-ce qu'on va gagner... Pardon, mais est-ce qu'on va gagner grâce à la vaccination ? Parce que c'est la stratégie du gouvernement. On voit ce qui arrive maintenant avec le vaccin Johnson & Johnson, qui est suspendu alors qu'il était promis aux plus de 55 ans cette semaine. La vaccination est indispensable.
Mais la vaccination ne suffit pas. Il y a également, je le répète, ce qui a fonctionné dans d'autres pays et des démocraties, hein, parce que j'ai toujours tendance à imaginer que c'est dans des dictatures, enfin, que ce soit au Japon ou en Corée du Sud ou même dans des pays scandinaves, c'est-à-dire au lieu de chercher forcément de façon horizontale les cas contacts, de chercher de façon verticale ce qu'on appelle les supercontaminateurs. 10% des contaminés vont contaminer eux-mêmes entre 80 et 90% du reste de la population. Donc c'est cette politique de zéro Covid, ou en tout cas qui se rapproche de zéro Covid, parce que qui doit prévaloir. Donc la vaccination, bien sûr, remonter vers les supercontaminateurs et faire du micro-isolement autour des personnes qui contaminent, le faire avec eux et arrêter avec ces mesures d'interdiction générale. Oui. Vous savez, c'est une philosophie... C'est-à-dire plus de confinement, plus de mesures générales. Oui, longtemps je le pense. Mais vous prendriez une réouverture de quoi? De tout, là, rapidement? Pas ouverture de tout très rapidement, c'est pas comme ça, là, mais de le faire avec des protocoles d'ouverture. Et surtout, et c'est à mon avis la grande faiblesse, parce qu'on a toujours, en France, on a tendance à penser, à regarder que la France. Et on se dit, bon, à l'étranger, c'est aussi compliqué. Mais il faut regarder dans le détail. Il y a aussi des pays, beaucoup de pays, qui finalement arrivent à mieux gérer cette crise. Comment? En objectivant l'épidémie. C'est-à-dire en mettant tous les jours, de façon extrêmement claire, les données épidémiologiques sur la table, celles du taux d'incidence, bien sûr, mais pas seulement, du taux de positivité, du taux de reproduction, du taux de létalité, et à partir également des capacités hospitalières, qui est un élément évidemment fondamental en termes de politique publique, et à partir de ce bouquet de points rationnels, de critères, de définir des scénarios de vie en commun et d'inverser le raisonnement, de dire nous devons pouvoir avoir des interactions humaines, mais à partir de telle conjonction de facteurs de contamination, eh bien là, on doit mettre le masque à tel endroit. Oui. À partir de tel facteur, on doit avoir une jauge de temps par oui. volume. Tout ça, ça s'objective. Aujourd'hui, et depuis un an, rien n'a été fait en la matière. David Lisnard, on a l'impression aussi d'une confusion. Par exemple, vous, à Cannes, vous ne prenez pas le vaccin AstraZeneca, alors qu'il est recommandé partout ailleurs en France. Pas qu'ils ne le prennent pas. Non, c'est pas ça du tout. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que dans les centres municipaux de vaccination, nous vaccinons au Pfizer et au Moderna. Et on a commencé les plus de 50 ans sans comorbidité, parce qu'on a eu un très beau taux de couverture vaccinale pour les premiers publics cibles, donc les plus de 75 ans, plus les 65-75 ans, les personnes avec comorbidité. On vaccine aussi les enseignants et les forces de l'ordre. J'en suis à plus de 1200 agents qui ont été vaccinés, mais on le fait au Moderna et Pfizer. Mais pas l'AstraZeneca. Parce que ce n'est pas dans les centres municipaux. Oui. En revanche, pourquoi l'AstraZeneca... Parce qu'il vous fait peur, ce vaccin? Parce qu'au départ, il y a eu une telle communication, la suspension de l'AstraZeneca pendant 3 jours, alors que le Premier ministre, souvenez-vous, quand même, le dimanche, le Premier ministre nous dit vous pouvez avoir confiance dans ce vaccin. Le lundi après-midi, et il faut vous faire vacciner avec, c'était le dimanche après-midi. Et le lundi après-midi, le président de la République dit « je suspends pendant 3 jours ». Donc je pense que d'après ce que l'on lit et ce que me disent moi, les personnes qui m'entourent et qui sont plus compétentes que moi, c'est pour ça que je les écoute, le vaccin AstraZeneca est un bon vaccin. En revanche, aujourd'hui, il doit être administré par la médecine de ville. Oui. Donc, pour des raisons de conservation. Oui. Donc une mairie n'a pas vocation éternellement à faire de la vaccination. Donc, mais au-delà de ça, parce qu'il arrive à Johnson & Johnson aujourd'hui, c'est une catastrophe. En termes de communication, oui. C'est-à-dire de ce nouveau vaccin qui devait arriver, qui portait beaucoup d'espoir. Oui, tout à fait. Oui. Vous portez ça, finalement. Au fond, il y a une forme de responsabilité du gouvernement dans cette gestion-là. Alors, plusieurs choses. Le gouvernement n'a pas de responsabilité sur l'histoire de Johnson & Johnson. Ce n'est pas lié au gouvernement. En revanche, le gouvernement a la responsabilité de l'organisation de la vaccination. Et effectivement, le fait que, mais ça c'est un autre débat, alors que la Grande-Bretagne, par exemple, au mois de juin, juin 2020, avait désigné une responsable de la vaccination qui avait la capacité de commander, qui avait commandé 310 millions de doses de vaccins, que d'autres pays, pendant l'été, avaient préparé les campagnes de vaccination, que tous les pays, à partir de fin octobre, novembre, quand on a su, serait le Pfizer, avec moins 80 degrés de conditions de conservation, organiser leur vaccination, et que la France a nommé la responsable de la logistique mi-janvier de vaccination. Donc là, il y a effectivement une incompétence de l'exécutif qui a été manifeste. Oui, mais quand vous dites, et je reprends le titre de ce livre, « La culture nous sauvera », David Lisnard, c'est exactement le contraire du message qu'on a entendu jusqu'aujourd'hui. On dit la culture ne sert à rien, c'est pas la culture qui va nous sauver. Ça va nous sauver de quoi, la culture, si je me fais l'avocat du diable? Ce livre, il ne faut pas trop se faire l'avocat du diable, hein, oui. Il ne faut pas trop le fréquenter d'ailleurs. Mais ce livre a été décidé avec Christophe Tardieu, puisqu'on l'a écrit tous les deux, bien avant
avant la crise Covid. Et puis on l'a écrit cet été, et on parle de la culture de façon... heureusement, on n'est pas enfermé dans la crise Covid. Heureusement. Après, on peut parler du rapport de nos gouvernants à la culture pendant la crise Covid. Oui, mais elle va nous sauver. Vous dites, elle va nous sauver, au fond. Elle va nous sauver pour le monde d'après ou quoi ? Pour le monde dans lequel on vit. Il y a toujours un présent, un passé et un futur, hein, et un avenir. J'espère, en tout cas, pour nous. Et donc, la culture, ce que l'on essaie de démontrer dans ce livre, c'est que la culture est une condition sine qua non d'un sursaut du pays potentiel. On part des fractures de la France, on sort du Covid, hein, la fracture économique, la fracture sociale, la fracture identitaire, bref, cette archipélisation du pays, des forces centrifuges très fortes, un mal-être, et on estime que la culture ne suffira pas à redresser le pays, mais c'est une condition sine qua non. Pourquoi ? Parce que comme chaque être humain, on le sait depuis Sapiens, depuis Cro-Magnon. Hein. Cro-Magnon, il ne se contente pas de faire de la cueillette et d'aller chasser. Il peint les grottes de Lascaux. Et donc, l'être humain a en lui, les philosophes diraient que c'est ontologique, à cette nécessité culturelle. Et que la culture, très concrètement, en France, c'est 2,4% du PIB. Oui, c'est plus que l'industrie automobile. Ça a augmenté, mais ça reste quand même très faible. Ah non, alors c'est élevé. C'est plus que l'industrie automobile. Rien que le secteur culturel. Donc c'est un secteur qui est déjà un enjeu économique et que les dépenses culturelles, pas toutes, sont très souvent des investissements. C'est les dépenses culturelles qui sont peut-être pas assez Deuxièmement, que la culture, non seulement représente un enjeu de prospérité, de création d'emplois, de création de valeur, mais en outre est une réponse très puissante, est une arme, moi je crois, absolue, face à l'éclatement de la société. C'est-à-dire que, moi je le vis à Cannes, hein, on a été la première ville 100% éducation artistique et culturelle. Le fait de dire à chaque enfant, notamment, parce qu'on est là pour travailler pour nos enfants, qu'ils peuvent se doter d'un capital à eux, qui va leur permettre d'affronter la vie, d'être à l'aise dans tous les milieux, quelle que soit leur origine, quelles que soient leurs conditions sociales, quelles que soient leurs croyances, leur religion, etc. Donc il faut briser ces plafonds de verre, et la culture apporte non seulement une capacité d'élévation individuelle, de maîtrise des langages, d'instruction, de vibration, d'émotion, mais également une horizontalité, une capacité de faire commun, enfin, j'aime pas ces expressions faire commun, mais d'être dans le bien commun. Oui. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est à la fois horizontal et vertical. Oui. C'est ce que nous essayons de démontrer avec Christophe Tardieu. Alors vous diriez, au fond, c'est quoi ? C'est changer la mentalité et au-delà, peut-être donner des moyens nouveaux à la culture. Il n'y en a pas assez aujourd'hui, il n'y a pas assez de moyens pour faire... Déjà, il faut... Et là, il va y avoir besoin de beaucoup après cette crise. Ça commence déjà par la prise de conscience du rôle, de dire que la culture n'est pas quelque chose de superficiel ou de paillettes, ce que l'on pourrait penser instinctivement. Et puis quand on voit certains spectacles, comme certains artistes au César, on n'a pas tellement envie d'aimer et d'aider la culture. Donc la culture, il faut rappeler en quoi c'est puissant, en quoi c'est profond, en quoi c'est nécessaire, en quoi c'est utile. Comme le beau est utile, la culture, évidemment, est utile. Et le rapport à l'expression artistique, la rencontre avec les grandes œuvres de l'esprit. Tout n'est pas culture. Hein. Ça aussi, c'est un parti pris. Quand vous dites, vous étiez dire, les Césars, ce n'était pas de la culture, là, ce que vous avez vu ? C'est-à-dire voir... non, c'est confondre... Non, c'était affligeant. C'est-à-dire que ça détruit tellement d'efforts pour défendre le cinéma français, la création française, le fait de n'être que dans la revendication, que dans la revendication politicienne, en plus moche, quoi, inesthétique. Quoi. Vous voyez, c'est difficile de dire ça. Oui, mais là, il y a une vraie revendication et donc, le milieu culturel aujourd'hui. Elle est sincère, cette revendication. Donc, d'abord, il n'y a pas... Pour moi, je refute ces univers de milieu culturel. C'est ce qui fait que parfois la culture n'est pas assez aimée. La culture, elle doit être... Elle est présente dans nos vies. Et ce que l'on essaie avec Christophe Tardieu de démontrer, c'est d'abord le point central de la culture, de montrer l'enjeu économique, l'enjeu social, l'enjeu éducatif, l'enjeu humain, vraiment, et j'allais dire sociétal. Et puis ensuite d'apporter quelques solutions par l'éducation artistique et culturelle, une nouvelle façon de défendre le patrimoine, une nouvelle façon de maîtriser le numérique et d'en faire un outil d'émancipation et non pas un outil d'aliénation et de création de richesse, de défendre la beauté dans la vie humaine. C'est pas l'uniformisation. C'est précisément la rencontre et dans la diversité. La culture, ce qui est fantastique dans la culture, ce qui est extraordinaire, hors de l'ordinaire, c'est que c'est à la fois enraciné et c'est universel. Une véritable œuvre d'art, elle est toujours universelle. Elle parle à l'âme humaine et pourtant elle est enracinée.
Et c'est tout le paradoxe. Et c'est ce qui est... Donc, on essaie d'apporter des solutions très concrètes sur le financement de la culture, tout en préservant les finances publiques, etc. Oui, de ne pas oui. être que dans la revendication du toujours plus dans un pays qui est surendetté et surfiscalisé. Oui, David Lézard, un tout dernier mot. Quelle sera votre place dans la campagne électorale avant l'élection présidentielle de 2022 ? Certains vous attendent chez les Républicains, à droite. Non, mais l'enjeu... Ils veulent vous donner une place. L'enjeu, c'est pas... Moi, je ne cherche pas une place. Moi, ce que j'essaie de faire à mon petit niveau, et tant qu'on m'offre des fenêtres telles que la vôtre, c'est de faire entendre mes convictions. Et donc, je vais faire entendre mes convictions sans plan de carrière, hein, sans arrivisme, mais sans limite, quoi. Voilà, c'est donc pour porter un projet de renouveau du pays par la prospérité économique sur la liberté. Il faut absolument desserrer les carcans qui font qu'on est le pays qui a le plus de prélèvements, de plus d'impôts et de charges, et pourtant avec des services publics de plus en plus défaillants sur l'essentiel. Il faut qu'on porte une espérance éducative. Oui. La France doit être une grande puissance éducative. Aujourd'hui, le déclassement de la France n'est pas acceptable. Il faut qu'on porte une ambition pour la francophonie. Oui. On a un outil de rayonnement et de paix, de prospérité par la francophonie exceptionnelle. Quand vous voyez la littérature algérienne, par exemple, en français, des auteurs qui maîtrisent la langue française de façon magnifique, avec des éditeurs courageux, lorsqu'on y a le cinéma africain avec peu de moyens qui fait des choses remarquables, le cinéma tunisien ou marocain. Bref, on a, avec la culture, un outil d'épanouissement individuel et de prospérité collective et de grandeur de la France. C'est quand même pas si mal. Merci David Lisnard, le maire de Cannes qui publie La culture nous sauvera avec Christophe Tardieu sur l'Observatoire. Merci David Lisnard d'avoir été avec nous.